Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce lundi 20 janvier. Donald Trump est devenu officiellement le président des États-Unis. Il a prêté serment il y a 2 heures. Quelques minutes plus tard, il annonçait l'état d'urgence à la frontière du Mexique et l'expulsion de millions d'immigrés illégaux. Comment économiser des milliards pour réduire le déficit en bloquant toutes les dépenses non urgentes? C'est ce que semblent faire les ministères en l'absence de budget de l'État. Nous verrons quel projet on abandonne. Dans le magazine du 20h, nous verrons qu'après le procès de Dominique Pellicot, la parole des femmes victimes de viols conjugaux se libère. Nous recevrons Caroline Derian, fille de Gisèle Pellicot, qui signe un documentaire sur les victimes de soumission chimique. Enfin, le Frenchie Victor Wembanyama est devenu le chouchou de la NBA, le champion américain de basket, dont il est l'un des meilleurs joueurs. Alors qu'il est en France pour quelques jours et quelques matchs, il a accordé une interview au 20h. L'âge d'or des États-Unis commence maintenant. C'est ce qu'a promis Donald Trump quelques minutes après avoir prêté serment dans l'enceinte du Capitole à Washington. Et selon lui, il n'est pas là par hasard. Dans une allusion à la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé, il a déclaré « Dieu m'a sauvé pour que je rende sa grandeur à l'Amérique ». Récit de Diane Schlinger avec Anto Philippi. C'est le geste qui fait de lui le nouveau président américain. Moi, Donald John Trump, jure solennellement Donald Trump pose la main sur la Bible de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et répète le même serment prononcé par tous ses prédécesseurs depuis George Washington. de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Donc Dieu, viens-moi en aide. Il est le 47e président de l'histoire américaine. Applaudi par ses proches, célébré par ses électeurs, dans l'aréna voisine et jusque dans les bars de Washington. C'est génial, ça y est, mon président est enfin dans la place. C'est Donald Trump, il est de retour, l'Amérique est de retour, c'est pour ça qu'on est venu. C'est génial, Donald Trump, Papaté est de retour. Il y a 4 ans, ses partisans envahissaient le Capitole. Sous cette même coupole, Donald Trump se présente aujourd'hui comme le sauveur de l'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Tout le monde se lève pour applaudir, sauf Joe Biden, Kamala Harris et les autres figures démocrates. Pendant près de 40 minutes, il dresse les grandes lignes de son second mandat. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que 2 genres, masculin et féminin. Un discours qui galvanise encore davantage ses supporters. Je suis soulagée parce que tout partait en vrille et personne autre que lui n'avait la volonté de remettre les choses dans l'ordre. Tout ce qu'il prévoit, c'est exactement ce que je veux qu'il fasse. Donc je suis excitée de l'entendre dire. On espère un pays plus sûr, une économie plus diversifiée pour faire plus de profits et arrêter de financer le monde. C'était le dernier jour de Joe Biden à la Maison-Blanche. Son dernier acte de président aura été de gracier de façon préventive les membres de sa famille et les plus grands détracteurs de Donald Trump, comme pour les protéger des 4 ans à venir. Le gratin de la tech américaine, Elon Musk, on l'a vu bien entendu, mais aussi le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, était aux premières loges. Les patrons d'industries américains, le français Bernard Arnault aussi, avait fait le déplacement. Tous tentent depuis des semaines de s'attirer les bonnes grâces du président américain, Marc de Chalvron et Valérie Aguirre. C'est une démonstration de force en famille. Au premier rang, le clan Trump, rassemblé autour du père. Sa femme et ses 5 enfants, c'est le premier cercle. Juste derrière eux, les hommes les plus riches du monde, les géants américains de la tech, tous réunis pour l'occasion. Nous allons planter notre drapeau sur la planète Mars. Il y a Elon Musk, bien sûr, le proche parmi les proches. Le PDG de Tesla, soutien de Trump pendant sa campagne, il intègre l'administration du nouveau président. Mais il y a aussi les nouveaux amis.
Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, anciennement Facebook, celui d'Amazon, l'ancien rival Jeff Bezos, ou encore Tim Cook, le PDG de Apple. Ce sont ces milliardaires qui ont largement financé les cérémonies aujourd'hui à Washington. Ils ont mis chacun $1 million de leur poche. Ces patrons ont fait quasiment allégeance à Donald Trump. C'est peut-être une allégeance à court terme, mais en tout cas, aujourd'hui, ils font allégeance à Donald Trump. Et leur intérêt à eux, c'est de pouvoir préserver leur business. Leur intérêt, c'est d'avoir des régulations, des lois qui leur permettent de continuer à se développer, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle. Parmi les milliardaires, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le seul Français visible sur l'estrade. Il espère que Donald Trump n'augmentera pas les droits de douane aussi fortement qu'il l'a promis. Et la présence remarquée également de 2 chefs d'État étrangers, une entorse au protocole, Javier Milei, l'Argentin, et Giorgia Meloni, l'Italienne, 2 chefs d'État populistes et nationalistes, invités par Donald Trump. Et nous retrouvons notre correspondant, Franck Genozo, en direct de Washington. Franck, Trump avait prévenu qu'à peine investi, il passerait à l'action. Et de fait, il annonce une pluie de décrets dès aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Donald Trump entend s'appuyer sur un régime juridique spécifique, celui de l'état d'urgence, qui pourrait lui permettre d'avoir les mains libres, notamment sur les questions migratoires, afin de déployer l'armée à la frontière avec le Mexique, mais aussi l'état d'urgence sur les questions énergétiques, ce qui pourrait lui permettre d'autoriser de l'exploitation de nouvelles réserves d'hydrocarbures. Mais attention, ces décrets présidentiels ne sont pas une garantie. Ici, aux États-Unis, il existe de nombreux contre-pouvoirs, à commencer par le Congrès qui accorde les financements et qui pourrait ne pas le suivre sur toutes les thématiques. Et puis il y a aussi les tribunaux avec leurs nombreux recours possibles. Il faudra donc à Donald Trump beaucoup de patience et de persévérance pour appliquer à la lettre la vision exposée aujourd'hui dans son discours. Merci Franck. Et puis on a vu que la cérémonie d'investiture avait été déplacée à l'intérieur du Capitole. La température à l'extérieur était proche des moins 10 degrés cet après-midi. Un froid polaire s'est abattu sur une partie du pays, y compris sur des États où ça n'arrive jamais, comme l'Alabama ou le Texas. L'actualité en France avec des aveux de Monique Olivier, l'ancienne compagne de Michel Fourniret. Elle a reconnu son implication dans la disparition de Lydie Loger, une femme de 29 ans que son ancien mari est soupçonné d'avoir tuée en décembre 1993. Elle devrait être extraite de sa cellule demain pour se rendre sur les lieux de la disparition, dans l'Orne. Nathalie Pérez, Nathan Acloc et Mathias Barrois. Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, détient-elle la clé d'un mystère qui dure depuis maintenant près de 32 ans ? La disparition de Lydie Loger, cette jeune femme qui s'est comme évaporée devant chez elle en 1993. Pour la première fois, Monique Olivier reconnaît être impliquée dans cette disparition. J'étais présente le jour de l'enlèvement de Lydie Loger. Une petite phrase qui va peut-être permettre de retrouver le corps de la jeune femme. Un soir de décembre 1993, quelques jours avant Noël, Lydie Loger disparaît sans laisser de traces. Il faudra attendre 2019 pour que le tueur en série, Michel Fourniret, reconnaisse l'enlèvement et le meurtre de Lydie Loger. À l'époque, le couple prenait régulièrement la route entre la Belgique et Nantes, où vivait le père de Monique Olivier. Et il passait par l'Orne, près de Saint-Christophe-le-Jajolais, là où vivait Lydie Loger. Mais que s'est-il passé ce soir-là ? La famille de la victime attend des réponses depuis des décennies. Toute information est très importante. Les petites choses, n'importe, pour pouvoir essayer de retrouver Lydie. À partir de demain, la justice va transporter Monique Olivier ici, devant le domicile de Lydie Loger, pour une reconstitution judiciaire. On va la ramener sur les lieux pour qu'on reconstitue le parcours qu'ils ont employé. Est-ce qu'ils l'ont suivi? Est-ce qu'ils l'ont rencontré à tel et tel endroit? Et puis surtout, c'est à ce moment-là qu'elle va nous donner peut-être des indications sur l'endroit où est le corps de Lydie Loger. Selon nos informations, avant de mourir, Michel Fourniret aurait affirmé qu'il aurait déposé le corps dans la carrière de Tingebray, dans l'Orne. Considérez que j'ai pu y séjourner, voire y emmener un corps. Monique Olivier sera-t-elle disposée à fournir des détails? Retrouvera-t-elle la mémoire dans cette affaire qui pourrait à nouveau la mener devant une cour d'assises?
Une alerte enlèvement a été lancée dans le Nord après la disparition de 2 garçons âgés de 3 ans et 5 ans. Mohamed et Nassim ont disparu à Fourmies vers 13h10 aujourd'hui. Le suspect pourrait être le père. Il aurait pris la fuite dans une Audi A3 gris clair. À Montpellier, le procès d'une mère soupçonnée d'avoir laissé mourir de faim sa fille adolescente s'est ouvert aujourd'hui. Amandine, 13 ans, pesait 28 kilos le jour où elle est morte d'un arrêt cardiaque. Comment son calvaire a-t-il pu se poursuivre alors qu'il y avait eu des signalements, que le juge pour enfants avait été saisi plusieurs fois? Anaïs Anquet, Kevin Ginlac et Christelle Chabot. Un procès pour comprendre le calvaire d'Amandine, 13 ans, retrouvée morte en 2020 après 5 mois de torture infligée par sa mère. Les faits ont eu lieu dans cette maison. C'est ici que la petite fille a été séquestrée et privée de nourriture. Au moment de sa mort, Amandine ne pesait que 28 kilos pour 1,55 m. Une image que son père ne pourra jamais oublier. Séparé de la mère de ses enfants, il n'avait presque plus de contact avec sa fille. De savoir tout ce qu'elle a enduré, ça me hante. J'en arrive à faire des cauchemars. Et... non, c'est très difficile. Sandrine Pissarra, la mère d'Amandine, a continué aujourd'hui encore, pendant l'audience, de minimiser les faits. Je reconnais des punitions, car c'était une enfant compliquée. Elle était compliquée dans son comportement, des vols, des mensonges. Le calvaire de la jeune fille a pourtant été filmé par une caméra de surveillance placée dans le KGB où elle était enfermée. Mais pour l'avocat de Sandrine Pissarra, sa cliente n'est pas la seule responsable. C'est une femme qui a ouvert sa porte aux médecins, aux psychologues, aux psychiatres, aux orthophonistes, aux dentistes, etc. Et que tous ces gens-là, et parmi ceux-là, des gens qui ont pris des décisions très favorables, n'aient jamais vu le monstre qu'on nous décrit aujourd'hui, ça pose des questions aussi. Les maltraitances contre Amandine avaient fait l'objet de plusieurs signalements auprès du juge des enfants. Aucune n'a abouti à un placement. Depuis, le traitement de ces affaires a été revu. Des psychologues accompagnent les travailleurs sociaux. Le psychologue va aussi pouvoir amener l'enfant à parler, prendre le temps, avoir peut-être aussi les bons mots pour pouvoir recueillir vraiment les confidences. Le verdict sera rendu vendredi. Sandrine Pissarra encourt la réclusion à perpétuité pour torture et actes de barbarie. La nuit dernière a été plus calme à Mâcon après un week-end de violence. Une cinquantaine de CRS ont été déployés dans le quartier sensible des Saugerets où des bâtiments publics et des voitures de police avaient été incendiés. Ces destructions ne vont pas faciliter la tâche de la mairie qui a de plus en plus de mal à faire assurer certains de ces bâtiments. Étienne Prigent et Brice Parer. 48 heures après les émeutes, dans ce quartier de Mâcon, la tension reste vive entre certains habitants et élus. 400 000 euros. Non mais ça c'est en fonctionnement. Si. On donne les mêmes. On donne. Si. Ils auraient le droit de faire là-bas. On va parler avec vous, monsieur. Violence sur fond de trafic de drogue selon la mairie. Réaction à un manque d'investissement dans le quartier selon des membres d'associations. Le résultat en tout cas des voitures calcinées et 3 bâtiments publics dégradés, comme ce centre d'accueil périscolaire. Je suis désolé. Je suis attristé. C'est sûrement 500 ou 600 000 euros minimum. Et impossible pour la ville de compter sur sa compagnie d'assurance qui s'était retirée à la suite des nombreuses et coûteuses émeutes de juin 2023. Depuis, un nouveau contrat a bien été signé, mais à des conditions exorbitantes selon le maire. Pour vous donner 2 exemples, la ancienne police d'assurance était de 70 000 euros. La nouvelle police d'assurance est de 480 000 euros. Et deuxièmement, la franchise est passée à 2 millions d'euros en cas d'incident comme samedi, à 2 millions d'euros par sinistre. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, pour que je sois assuré, il faut que les travaux dépassent 2 millions. En termes financiers, je dis bien en termes financiers, la ville de Mâcon n'est plus assurée. Aujourd'hui, seuls des travaux de sécurisation sont effectués. Pour la reconstruction, l'édile en appelle à l'aide de l'État. L'État ne laisse pas une collectivité dans la difficulté. Ces dégradations ont été commises lors d'une soirée d'émeute et de voir, selon quelles circonstances, l'État peut apporter son concours. Dans l'attente d'une réponse officielle, les habitants de Mâcon, eux, sont très divisés sur cette question des financements. C'est nos impôts qu'allons payer, c'est nous. Indirectement, mais c'est nous. Il ne faudrait pas reconstruire, ils se débrouillent. Il y a des mamans qui travaillent et laissent ses enfants aux enfants, c'est bien pour nous. Donc il faut les reconstruire ? Oui, c'est important pour nous. En 2025, plus d'1 millier de communes se trouveraient privées d'assurance dans un contexte de montée des risques liés aux violences urbaines et aux catastrophes naturelles.
Vous le savez, le gouvernement est en quête d'économies pour limiter le déficit budgétaire. Les ministères semblent, eux, avoir trouvé le moyen de couper dans les dépenses. Ils remettent à plus tard des projets, des travaux, au motif que sans budget voté, ils ne disposent que de très peu de crédits accordés par la loi spéciale. Explication de David Boéry et Noé Salem. C'est un musée fermé. À Guise, dans l'Aisne, le Familistère n'a pas rouvert ses portes depuis les vacances de fin d'année. Alors voilà un petit peu les changements du Familistère. Donc la période du 6 janvier au 3 février fermée. Une fermeture directement liée à l'absence de budget de l'État. Dans l'incertitude, le maire préfère aujourd'hui faire des économies. Tant que la loi de finances ne sera pas votée, donc il est difficile de savoir ce que le département va pouvoir amener comme subvention de fonctionnement au niveau du Familistère. L'an dernier, cette cité ouvrière avait reçu plus de 65 000 visiteurs. Cette année, pendant 2 mois, plus de chauffage ni d'électricité. On voit bien qu'il n'y a plus d'électricité sur toute cette partie de musée. C'est là où on va faire les économies. De 30 à 40 000 euros en moins sur les factures. Pendant la fermeture, les 28 salariés du site ne sont pas au chômage, mais placés en activité partielle. On en profite, nous, pour faire de la maintenance qu'on n'a pas vraiment le temps de faire en temps normal. On travaille à la médiation de l'année à venir. On est plutôt sur un temps de travail on va dire entre 70 et 80% en fait. Faute de budget, toutes les administrations limitent leurs achats. Certaines bibliothèques ne commandent plus de livres. Dans la fonction publique, impossible de recruter, les effectifs doivent rester stables. Et toutes les promotions sont pour l'instant gelées. L'arrêt mécanique de ces dépenses représenterait une économie de 2,5 milliards d'euros sur les 2 premiers mois de l'année, selon Bercy. Une bonne nouvelle pour les déficits publics, mais ce coup de rabot automatique est loin d'être suffisant. Étant donné qu'on a 6% de déficit 2024, on attend à peu près un petit peu moins cette année, qu'on est en procédure de déficit excessif, il faut faire beaucoup d'économies, beaucoup réduire les dépenses. Aux yeux de François Bayrou, cette loi spéciale a le mérite de montrer la voie. Il promet de repenser très vite tous les budgets publics. Autre piste d'économie pour le gouvernement, faire travailler davantage les Français. C'est la ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui a exhumé cette proposition du Sénat, enterrée par les députés. Il s'agirait de travailler 7 heures de plus par an sans hausse de salaire, et cela générerait 2 milliards d'euros de recettes. Camille Rijad. Travailler une journée supplémentaire sans être payé. Une mesure qui n'enchante pas les salariés de ce restaurant d'Antibes. Faire un effort, oui. Après, dans notre métier, quoi qu'il arrive, on est toujours amené à travailler un petit peu plus. Mais nous sucrer un jour alors qu'on donne déjà tout, c'est peut-être un petit peu abusé. En vrai, moi, d'un point de vue général, je suis pas d'accord avec ça. Mais après, si j'ai pas le choix, bien sûr que je travaillerai plus. L'entreprise n'aurait pas à payer ses salariés, tout en bénéficiant d'un jour travaillé. Mais en contrepartie, le patron devrait verser une cotisation. J'avais l'affogato, s'il vous plaît. Il est peu convaincu par cette proposition. Ça ne changera pas grand-chose. Après, ça rajoutera un jour de travail, ça va nous rajouter des charges patronales derrière, donc c'est 50-50. Cette cotisation pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros pour financer la branche autonomie. Selon ce sénateur favorable à la proposition, c'est une somme indispensable afin d'éviter d'alourdir la dette. S'endetter pour des questions de soins, de maladies, de quotidien, de retraite, c'est totalement irresponsable. Ça fait peser une charge sur les générations futures. Moi, je préfère qu'on travaille un peu plus et qu'on laisse pas ça à nos enfants. Mais du côté des syndicats, la mesure est décriée. Pour la CGT, cette charge ne devrait pas revenir aux salariés. Il faut se rappeler qu'il y a eu presque 100 milliards de dividendes en 2024 pour les seules entreprises du CAC 40. Donc 100 milliards, il y a largement de quoi reprendre un petit bout pour financer l'autonomie, par exemple. Il s'agirait d'une seconde journée de solidarité après celle mise en place suite à la canicule de 2003. À l'étranger, après le retour hier des 3 otages israéliennes enlevées lors des massacres du 7 octobre 2023, ce sont 90 prisonniers palestiniens qui ont été libérés hier, ce matin, en contrepartie. Ils ont été accueillis en Cisjordanie par une foule en liesse. À Gaza, ce 2e jour de trêve dans les combats était l'occasion pour la population de se déplacer avec l'espoir de retrouver des proches, voire pour certains de rentrer chez eux. Reportage de Arnaud Miguet. C'est un paysage de destruction et de désolation. Des quartiers entiers sont rasés après 15 mois de guerre. Profitant du silence des armes,
Les déplacés gazaouis commencent à rentrer chez eux. Enfin, ce qu'il reste de leur maison ou immeuble. Ces habitants de la ville de Jabalia découvrent l'ampleur des dégâts, comme ce couple. C'était chez moi. Vous voyez ce désastre? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Habitations et vies détruites aussi dans le sud de Gaza. Sous les gravats, ils savent qu'il y a encore des victimes, des membres de leur famille morts probablement depuis des mois. Je vois un pantalon et des ossements. Victimes civiles de frappes aériennes israéliennes. Ma sœur, son mari, leur fils et 2 autres personnes sont tous sous les décombres. On est là pour essayer de récupérer leurs corps. Près de 47 000 morts au bas mot, selon le ministère de la Santé du Hamas, et 2 millions de déplacés dans la bande de Gaza en 1 an et 3 mois de guerre avec Israël. Les troupes israéliennes, depuis dimanche, ont commencé à se retirer des villes, laissant derrière elles tout ce qui était hors d'usage, comme ce blindé. Camp de réfugiés de Dar al-Bala. C'est l'heure de tout plier pour Baha Abou Saber. Il a habité 8 mois dans cet endroit insalubre. Fatigué de vivre sous une tente avec ses enfants, aujourd'hui, il ne veut plus être un réfugié. Moi, je rentre chez moi, quoi qu'il arrive, même si le cessez-le-feu ne tient pas. Retrouver un semblant de normalité. Et dans les villes comme ici à Gaza, la police est de retour. Le Hamas veut montrer dans cette mise en scène qu'il est toujours au pouvoir. Les consignes sont données devant les caméras. Vous contrôlez bien tout ce qui se passe dans la zone. Depuis hier, près d'1 millier de camions d'aide humanitaire, carburant, nourriture, médicaments, eau entrent dans l'enclave palestinienne pour soulager une population qui manque de tout. Et nous retrouvons Stéphanie Pérez en duplex de Tel Aviv. Stéphanie, la prochaine étape, c'est la libération de nouveaux otages. Les 2 franco-israéliens ne devraient pas en faire partie. Oui, selon l'accord, ce sont une nouvelle fois des femmes qui devraient être libérées le week-end prochain, notamment des soldats. Les hommes viendront après. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur les 2 franco-israéliens, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Les autorités françaises ont reconnu une nouvelle fois aujourd'hui qu'elles n'ont aucune nouvelle des 2 hommes, parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas parce qu'ils sont sur la liste des 33 otages libérables qu'ils sont forcément vivants. Ça rajoute au supplice de leurs familles qui les attendent. Dans le cas d'Ofer Calderon, par exemple, la dernière preuve de vie remonte à novembre 2023. Il était vivant quand ses enfants ont été libérés. C'était il y a plus d'1 an. Merci Stéphanie. À Mayotte, les enseignants faisaient leur rentrée aujourd'hui, 1 mois et demi après le passage du cyclone Chido. Dans une semaine, ils sont censés accueillir les 117 000 élèves de ce département, à moins que ce soit plus. De nombreux élus estiment que l'INSEE, chargé du recensement, sous-estime le nombre d'habitants de l'île. L'œil du 20h a vérifié la méthode. Isabelle Saboureau, Sarah Bernuchon et Joanna Messina. L'archipel est encore à terre, que déjà la polémique ressurgit. L'INSEE ne sait pas compter dans notre département, dit qu'on est officiellement 300 000 alors qu'on est un demi-million. Alors, quelle est la population réelle de Mayotte et comment l'INSEE fait-elle ses comptes? À Mayotte, le recensement de la population est un travail tout-terrain. 30 inspecteurs font le tour des communes, habitation par habitation, jusque dans les bidonvilles. Au 1er janvier, il y avait 329 000 habitants sur l'île, selon l'INSEE. Mais pour Marine Le Pen, ce chiffre sous-estime le nombre de sans-papiers. À partir du moment où le gouvernement accepte de se soumettre à un mensonge qui est diffusé depuis des années, qui consiste à dire qu'il y a 325 000 habitants à Mayotte, alors que tout le monde sait, y compris l'intégralité des élus, qu'il y en a 500 000... Les chiffres officiels ne semblent convaincre personne, même au sein du gouvernement, y compris le Premier ministre, qui demande un recomptage. Ce recensement général et précis est une opération vérité qui permettra de sortir des ambiguïtés et des incohérences. Nous allons lancer, avec l'INSEE et les maires, ce recensement, parce que sans doute aujourd'hui, on n'est pas loin des 500 000 habitants sur Mayotte. Alors, l'administration aurait-elle sous-évalué l'immigration clandestine? Si l'INSEE admet une petite marge d'erreur, elle reste sûre de sa méthode. Ces chiffres sont recoupés. Ce chiffre de 500 000 habitants ne nous paraît pas possible, car on a confronté nos estimations de population à d'autres sources. Par exemple, on a aussi regardé le nombre d'enfants qui sont inscrits au rectorat.
le nombre d'enfants à l'école, la consommation de riz par habitant, mais aussi le nombre de cartes SIM. Autant d'indicateurs qui permettent à l'INSEE d'évaluer la population. Derrière les batailles de chiffres, l'enjeu est surtout financier. Du nombre d'habitants de Mayotte dépendent les subventions que l'État versera à l'île pour se reconstruire. Il avait quitté Paris en star après avoir décroché l'argent aux Jeux Olympiques. Victor Wembanyama est de retour en superstar. Le basketteur est en France pour 2 matchs de NBA, la mythique ligue de basket américaine. Et son statut a changé outre-Atlantique, où il pourrait être sacré meilleur joueur de la saison. Son portrait, Pierre-Yves Salic et Lou Cricorian. Bleu, blanc et rouge. Le drapeau du Texas est une invitation pour les basketteurs français. Après Tony Parker, Victor Wembanyama s'est fondu dans le décor de San Antonio. À voir son visage, on lit la fierté des Américains. Quand il arrive à l'été 2023, le Français adopte le chapeau texan et le costume de révélation du basket mondial. The love I feel from them is just incredible. Like I don't have one point in the NBA yet. Passé les présentations, Victor n'a pas fait de figuration. En ville, ce restaurateur français l'a servi une fois et c'est bien le tout. Quand il est arrivé au tout départ, il a été spoté dans 2-3 restaurants où les gens étaient contents de prendre des photos avec lui. Puis depuis, c'est bien calme. Il a la réputation d'être très très travailleur. C'est pas quelqu'un qui sort tard le soir. Car Wemby travaille donc et c'est un garçon pressé. Élu meilleur débutant en 2024, il fait l'unanimité chez les fans des Spurs. J'aime sa personnalité, il est humble. Il semble modeste et calme. En général, les joueurs de NBA aiment être sous le feu des projecteurs. Lui, je ne crois pas. C'est un phénomène. Il n'y en a pas 2 comme lui. Les enfants de son âge vont grandir avec lui pour les 10-20 prochaines années. C'est génial. Sa cote de popularité grimpe plus vite que les résultats de son équipe. Récemment, un maillot donné à un fan a été vu sur un site d'enchères en ligne. 10 000 $. Victor n'a pas apprécié. Une star pas vraiment bling-bling. Après un match à New York, il a fait quelques parties d'échecs loin d'une tour d'ivoire où se réfugient les stars. Il est apprécié là-bas pour cette proximité. Et pourtant, il vient d'ailleurs. Surnommé l'extraterrestre, Wemby commence à monnayer le sobriquet. Protein yogurt, yes. I brought blueberry. À part ça, il joue tout de même au basket. En attaque et en défense, il soigne ses statistiques. Mais son équipe reste mal classée, 12e sur 15 actuellement. Le sacre en NBA ne sera pas pour ce printemps. Et Wemby est donc de retour pour quelques jours. Il s'entraînait dès cet après-midi à Nanterre. Est-ce que Paris lui manque ? Comment vit-il ce statut de chouchou aux États-Unis désormais ? Il s'est confié à Mathieu Boisseau, Lou Cricorian, avec Hugo Capelli. Bonsoir Victor Wembanyama. Aux États-Unis et désormais en France, il y a cet engouement énorme, exceptionnel autour de vous. Comment vous le vivez ? Comment je le vis ? C'est comme quelque chose de bénéfique, pas comme une pression, parce que c'est une occasion d'avoir un impact positif sur beaucoup de choses. Maintenant, j'ai l'habitude, j'arrive à rester moi-même et c'est comme ça que je veux faire les choses. Vous dégagez cette sérénité quasiment permanente. C'est une réalité, c'est toujours comme ça dans votre tête ou parfois il y a aussi la pression qui domine ? Il y a des moments plus durs que d'autres, bien sûr, mais c'est jamais... ce qui est bien, c'est que c'est jamais malsain. C'est toujours, c'est toujours sportif. Je me prends pas la tête pour des choses. Je suis pas sur les réseaux pour des commentaires négatifs ou quoi. Donc. Vous rêviez de devenir ce grand joueur de basket. Maintenant que vous l'êtes, le quotidien, il est comment ? Disons que la motivation est toujours là parce que il y a tellement d'étapes à franchir dans cette ligue. Bien sûr, le top, c'est de tout gagner, mais il y a tellement de marches à franchir que la motivation est toujours là. Je suis pas du tout arrivé au bout de mon potentiel. Et c'est vrai que les matchs s'enchaînent, mais avant chaque match, je me dis que j'ai énormément de chance d'être ici parce que très peu de personnes ont la chance de réaliser ça. Ça y est, vous allez retrouver le public français. À quel accueil vous vous attendez ? Je sais que ce sera positif. Je pense que ce sera pas... J'ose espérer que ce sera pas aussi invasif que ça a été parfois aux États-Unis à certains endroits.
Voilà, je sais que la sécurité, ils sont plus inquiets que moi. Je suis relax. Voilà pour cette interview de Victor Wembanyama. Il y a tout juste un mois, le tribunal d'Avignon rendait le verdict d'un procès historique, celui des viols sous soumission chimique de Gisèle Pelicot. Tous les accusés allaient être reconnus coupables après avoir pourtant tenté de justifier l'injustifiable. Dans le magazine du 20h, nous avons voulu savoir ce qu'avait changé ce procès. Il a d'abord libéré la parole de victimes de soumission chimique, mais aussi de viols conjugaux. C'est notre grand format signé Florence Mathieu et Fabienne Lévis. Son visage s'affiche toujours sur les murs d'Avignon. Et un mois après la fin d'un procès historique, le message de Gisèle Pelicot résonne encore. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. À quelques kilomètres du tribunal, dans ce centre d'écoute pour femmes victimes de violences, jamais il n'y a eu autant de demandes de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est la première visite de Camélia, une quinquagénaire. Vous avez déposé plainte ? J'ai déposé plainte. Le témoignage de Gisèle Pelicot lui a donné la force d'agir. Pourquoi vous êtes venue ici ? Mais justement, grâce à cette dame qui nous stimule en fait, qui nous fait comprendre qu'on n'a pas à douter de nous, qu'on n'a pas à culpabiliser, qu'on est que les victimes, on n'a rien fait quoi. On subit. Depuis peu, elle met des mots sur ce qu'elle raconte avoir subi pendant des années. Il fallait être la femme disponible. Même quand vous aviez pas envie. C'est ça. Cette autre femme, elle, dit avoir eu un électrochoc en assistant au procès. Le procès Gisèle Pelicot, j'y suis allée quelques fois. Il y a de nouveaux souvenirs qui sont remontés, parce que beaucoup d'échos à mon propre schéma familial. Et c'est comme si dans le cerveau, il y a un truc qui nous dit ça y est, c'est réel, ça existe. Elle n'a pas encore porté plainte. Dans cette structure, depuis le début du procès, les accompagnements pour signalement de viols conjugaux ont augmenté de 50%. Les femmes parlent. Elles vont nous raconter des faits. C'est à ce moment-là que nous, on va poser les mots des infractions, le mot viol notamment. Mais ça prend un peu de temps à le conscientiser derrière pour elles. Parce que cette notion de viol, on a quand même une image derrière. Une image d'un viol dans une ruelle sombre par un inconnu. Sauf que c'est pas le cas. Dans 9 cas sur 10, on connaît notre agresseur. Le viol conjugal, cette mère de famille affirme également en avoir été victime. Comme Gisèle Pelicot, elle a choisi d'en parler et de montrer son visage. Est-ce que cette femme, elle vous a donné aujourd'hui la force de témoigner, vous aussi, sans vous cacher ? Oui, je me suis bien reconnue dans Gisèle Pelicot. Et justement, pour que la honte change de camp, je voulais faire ce témoignage à visage découvert, même si je connais les risques et ce que ça peut engendrer. Elle a attendu 10 ans avant de décider de porter plainte. Il agissait comment, lui, cet ex-compagnon avec vous ? Il agissait par violence. Il m'arrachait mes sous-vêtements, mon pyjama. Parfois, même quand il voulait arriver à ses fins, il me faisait boire, mais dans le but où moi, j'ai moins de force pour le repousser. J'arrivais pas à le repousser. De toute façon, plus on repousse, plus ça fait mal. Donc au bout d'un moment, on se laisse faire. Il me forçait en m'enfermant avec lui. Et les filles frappaient à la porte derrière. Plus vite t'auras fini, plus vite tu les verras. C'est ça, le viol conjugal. Un non, c'est un non. Et un silence, c'est pas un oui. Un silence, c'est un non. Des expertises psychiatriques ont montré qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui, elle vit dans la crainte permanente. On dort plus, on fait des cauchemars, des flashbacks, des réminiscences. On a peur, on a tout le temps peur, on s'enferme à double tour dans sa maison, on met des caméras à l'extérieur pour voir qui arrive. On a toujours l'impression d'être suivi. On tremble, oui. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice ? C'est un combat.
Un combat de tous les jours. J'attends que la justice, la société change sa vision des choses. Sinon, c'est parole perdue. On a parlé dans le vent. Il n'y a rien qui change et ils sont toujours protégés. Son ex-compagnon nie les faits qui lui sont reprochés. À ce jour, il est présumé innocent. Plus de 95% des plaintes pour viols conjugaux aboutissent à un non-lieu. Et notre invitée ce soir est Caroline Darian. Bonsoir. Bonsoir. Vous participez à un documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 2 sur les victimes de soumission chimique. Caroline Darian, vous êtes la fille de Gisèle Pelicot et vous êtes également la fille donc de son bourreau, Dominique Pelicot. Vous le dites dans le documentaire, c'est ça le plus difficile à vivre, le plus insupportable? Disons que pour moi, ça a été une onde de choc. Mais je pense que c'est un sentiment qui est aussi partagé par mes deux frères. On a vécu véritablement un cataclysme. Et ce qui est vrai, ce qui est difficile à porter, c'est d'être l'enfant, sans doute de l'un des plus grands prédateurs sexuels de ces dernières années. Et à la fois, c'est contrebalancé par le fait d'être l'enfant de Gisèle, qui a été admirable en ouvrant les portes de ce procès. Et je pense qu'elle a vraiment donné la voix aux victimes, et majoritairement, je pense, en France, aux victimes de violences conjugales, violences de crimes sexuels. Et en ça, c'est... voilà, il faut saluer le courage dont elle a fait preuve. Et on va y revenir. On va d'abord regarder, au début du documentaire, ce jour où vous découvrez ce qu'a fait votre père et vous racontez ça. Regarde. Et là, ma mère va me dire, écoute Caroline, il faut que tu sois assise, il faut que tu sois forte et courageuse parce que... Parce qu'il va falloir que je t'apprenne quelque chose de très grave. Et là, elle va me dire, écoute, j'ai passé une bonne partie de la journée au commissariat, Caroline, et j'ai appris que ton père me drogue depuis plusieurs années maintenant pour me faire violer par d'autres hommes. Le point de départ, c'est que il est surpris 1 mois et demi avant en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché de Carpentras. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Non. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Donc il va être interpellé par les membres de la sécurité du magasin. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Allez, police, tu me les appelles maintenant. Le premier jour du procès, on a tous le cœur qui bat la chamade. Il y a ma mère, il y a mes 2 frères, il y a ma belle-sœur. Il y a mes amis d'enfance. On est déterminés et surtout, on est là pour soutenir maman. Quand je revois mon père dans le box des accusés, je veux qu'il sache que moi, il ne pourra plus jamais me manipuler. Parce que je sais qui il est et ce qu'il a fait. Et là, je me rends compte qu'on se retrouve dans un tribunal à moins d'1 mètre des agresseurs de maman. Et ces individus sont absolument pas mal à l'aise. Ils nous toisent, ils la défient, ils la méprisent. Ma mère, elle ne baisse pas les yeux. Elle les regarde, elle se démonte pas. Donc on voit bien en fait qu'on est en face de personnes qui en plus n'ont même pas intégré la gravité des faits qu'ils ont commis. Ce procès, vous ne le vivez pas en famille, même si ça touche particulièrement votre famille, parce que votre mère a voulu qu'il soit public. Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a finalement aidé ou qui a été un peu difficile à vivre? Alors, je dois dire que moi, j'ai été, parmi les enfants, la première à encourager ma mère à ouvrir les portes de ce tribunal il y a 4 ans, au moment de la révélation des faits. J'ai toujours dit à ma maman de ne surtout pas fermer ces portes-là,
pour la bonne et simple raison que ça aurait été un vrai cadeau, à la fois fait pour Dominique Pellicot, mais aussi pour les 50 autres. Elle a cheminé, évidemment, cette décision lui appartenait, c'est elle qui est la victime avérée de toute cette affaire. Ça lui a pris du temps, elle a pris cette décision en mars 2024, vous voyez, donc, mais une fois qu'elle a eu pris sa décision, elle n'a plus jamais regardé en arrière et surtout, je pense, je ne parlerai pas à sa place, mais je pense qu'elle ne l'a jamais regretté et nous, par la même occasion et par ricochet, de voir à quel point ça a été reçu par les Français et même par-delà les frontières, je pense que c'était un acte symboliquement très fort qui marque l'histoire de notre société. Vous dites votre admiration pour elle dans ce film. Est-ce que vous avez été malgré tout surprise par la façon qu'elle a eu de gérer ce nouveau statut d'icône, de modèle ? Écoutez, moi, j'ai du mal à parler de ma mère en tant qu'icône. Vous savez, c'est pas quelque chose de. En revanche, vous dites quand même dans le. Force est de constater. Oui, pour moi, dans mes yeux à moi, c'est une héroïne des temps modernes. C'est ça, c'est ce que vous dites. C'est une héroïne des temps modernes qui a l'âge qu'elle a, aujourd'hui 72 ans. Elle a été capable de venir tous les jours lors du procès pour affronter ces crimes odieux en direct. Via les vidéos qu'elle a dû s'infuser tous les jours que Dieu faisait durant 4 mois. Je pense que pour ça, je connais pas beaucoup de femmes qui auraient été capables de l'assumer. Voilà, donc... Et comment en est-elle ressortie de ce procès ? Est-ce que... Écoutez, je pense qu'elle en est ressortie épuisée. Maintenant, ma mère est quelqu'un de très fort, de digne. C'est quelqu'un qui ne recule pas une fois qu'elle a pris ses décisions. Et je pense qu'elle continuera à garder cette ligne de conduite avec ce qui l'attend dans les mois à venir. Puisqu'il y aura un procès en appel. Puisqu'il y aura un procès en appel. Alors, vous aussi, vous avez voulu aller au-delà de votre histoire et de votre douleur. Vous vous êtes lancé dans un combat contre la soumission chimique parce que vous vous êtes rendu compte que c'est un phénomène répandu, en fait, quasiment banal. En fait, je me suis très vite rendu compte au moment de la révélation des faits. Moi, j'ai investigué beaucoup. En rédigeant ce premier témoignage littéraire, je me suis rapprochée de beaucoup de professionnels de santé, d'experts. J'ai été amenée à rencontrer aussi un certain nombre de victimes. Je me suis rendu compte qu'en fait, le fléau de la soumission chimique était un véritable enjeu de société, de santé publique sans doute, qui invisibilisait les victimes. Alors oui, en France, on a un chiffre noir, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas de statistiques claires du nombre de victimes que cela représente. Mais c'est sans doute en France, et sans vouloir effrayer trop de personnes qui nous écoutent, des milliers de victimes. Et ça se passe majoritairement, non pas dans la sphère festive, mais dans la sphère domestique et intrafamiliale. Alors, on va voir un extrait qui, là, ne concerne pas la sphère privée domestique, mais c'est le cas d'une jeune femme droguée et violée un soir de fête de la musique. On écoute son témoignage. Le 21 juin 2006, c'est la fête de la musique. Moi, j'écoute le concert, je danse, je bois un peu d'alcool. Pas en quantité monstrueuse, mais j'en bois un petit peu. Et puis, il devait être aux alentours de 23h, et là, d'un coup, j'ai plus aucun souvenir. Aucun. Je reprends conscience plusieurs heures après. Le soleil est en train de se lever. J'ai mal un peu partout. Je suis allongée, je suis couverte de brindilles, de feuilles mortes. Je me rends compte qu'en fait, je suis dénudée. Ma robe est relevée, à peu près jusqu'à ma poitrine. Mon soutien-gorge est dégrafé. Je l'ai toujours sur moi, mais il est dégrafé, il est relevé également. Et je n'ai plus de culotte. Je me souviens qu'à ce moment-là, le seul truc que j'avais dans ma tête, c'était qu'il fallait que je retrouve ma culotte. Et je fais pendant plusieurs minutes des allers-retours dans cette pente où je brasse les feuilles. J'essaye de retrouver ma culotte. Je fais des allers-retours, je tombe, je me blesse. Et en regardant autour de moi, je comprends où je suis. Je suis au Jardin des Plantes à Niort. C'est à une dizaine de minutes de marche de l'endroit où j'ai mon dernier souvenir. Mais à un endroit assez reculé. Et je me sens effrayée. Là, je suis vraiment un enfant perdu, sans sa culotte, quoi. C'est vraiment ça que je suis à ce moment-là.
On entend cette victime décrire le blackout, l'absence totale de souvenirs. Ça renforce le sentiment de dépossession de soi-même. Oui, alors ce qu'explique très bien Zoé dans ce documentaire, c'est que comme dans la plupart des visages qui témoignent dans ce documentaire, c'est que la majorité des substances psychoactives qui sont administrées à l'insu des victimes, souvent donnent lieu à des amnésies, à des blackouts de plusieurs heures. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des substances qui enferment littéralement les personnes dans leur corps. Et ça, c'est le cas de Reynald, qui a vécu ça à l'âge de 17 ans. Il est conscient de ce qui se passe, il l'explique très bien, mais il est complètement paralysé dans son corps. Ce qui est terrible, parce que c'est un drame absolu pour les victimes, à la fois de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, et on leur vole ces heures-là. C'est étonnant parce que certains disent j'aurais préféré savoir, voir, connaître exactement la situation dans laquelle j'étais. Mais bien sûr. On pourrait se dire c'est traumatisant, mais en fait non, c'est pire de ne pas savoir. C'est pire de ne pas savoir, et pour la bonne et simple raison que comment font ces victimes pour collecter les preuves derrière et rentrer dans une vraie logique de judiciarisation. Vous n'imaginez pas le parcours du combattant que ça représente pour la majorité des victimes en France. D'ailleurs, vous dites que c'est le crime parfait, en fait. C'est l'arsenal préféré des agresseurs sexuels. Et d'ailleurs, alors j'en reviens vraiment à cette idée, enfin pas à cette idée, mais à cette notion qui est très importante, parce qu'il faut le dire, c'est dans plus de 40% des cas, dans la sphère intrafamiliale, ça peut être, ou sociale, ça peut être un parent, comme le cas de Lilwen, qui est cette jeune fille de 16 ans qui a souhaité participer à ce documentaire, et qui raconte son calvaire et son histoire, puisqu'elle a été abusée par son père dès l'âge de 8 ans jusqu'à peu près 13 ans. Voilà, c'est des histoires de vie. Dans 40% des cas, les victimes connaissent leur agresseur, mais c'est aussi le cas de Reynald, qui connaissait, ça faisait partie de la sphère amicale. C'est le cas de Céline, dans sa sphère professionnelle, qui a été abusée par son employeur. Bon, et d'ailleurs même le cas de Katia, qui rencontre ce collègue de travail dans un séminaire. Je veux dire... Et il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'âge, enfin, il y a, voilà. Ça malheureusement, ça touche toutes les catégories socioprofessionnelles. Et ce que je trouve remarquable dans ce documentaire, qui représente, je dois le dire, quand même 2 ans de travail, 2 ans de travail, d'investigation, de conviction aussi, pour dire à ces victimes, prenez la parole. Ces victimes ont décidé de prendre la parole bien avant le procès Mazan. On était dans une logique, nous, on a essayé tant que faire se peut de lever le voile sur ce qu'était véritablement la soumission chimique en France. Et là, je parle de l'association N'en dort pas. Mais ça a permis, créé avec la députée aussi, avec Sandrine Josso, et avec aussi des médecins, dont le docteur Leïla Chaouachi, qui est formidable. On a créé un mouvement de prévention et de sensibilisation qui a sans doute permis à des victimes de se dire: je vais prendre la parole, je vais témoigner pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et qui vous a aidé, vous aussi, personnellement, à vous reconstruire? Moi, ce qui m'a aidé à me reconstruire, c'est cette mobilisation et cet engagement, ouais, bien sûr, absolument, ouais, vital pour moi. Merci beaucoup, Caroline Darian, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que Soumission chimique, pour que la honte change de camp, sera diffusée demain soir sur France 2 lors de la soirée continue. Et on vous retrouvera sur le plateau de Carole Gessler. Merci encore d'être venue dans le 20h. Dans un instant, le journal Météo-Climat de Sébastien Thomas. À 21h05, la suite de la série Rivage. Le 23h Info, Canal 27, est présenté par Jean-Christophe Galéazzi. Et puis demain, 6h30, Télématin, Flavie Flamand et Julien Arnaud. À 13h, Julien Bugier. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Un enfant a été enlevé.